Merci de cet accueil. Merci à vous, Madame Rouleau, chers invités. Merci à Olivier Lapierre qui m'a invité comme panéliste pour le congrès d'aujourd'hui. J'étais très content qu'on ait pensé à nous parce que, en fait, je pense que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé du Super Jean Drapeau, surtout vers où on s'en va. Et on a des plans intéressants et surtout l'auditoire qui est devant moi. Vous avez participé, vous continuerez à participer de façon significative à notre développement parce comme on le verra, notre territoire est fortement ancré dans l'histoire de l'architecture du paysage. Je vais y aller rapidement, j'ai beaucoup de contenu, donc j'ai axé sur la quantité et la qualité. Et non pas par égocentricité, mais je vais au moins vous parler de mon parcours très rapidement parce qu'il y a une trame qui m'allume lorsque j'en parle. L'historique des lieux, la SPJD aujourd'hui, et surtout ce qui m'intéresse, c'est de vous parler également d'où on s'en va à l'aube de 2017. Mon parcours en images, en fait, je veux dire que je viens du bas du fleuve, donc je suis né à Rivière-du-Loup, et c'est des paysages là-bas qui m'animent encore beaucoup aujourd'hui. Le fleuve, les berges, donc c'est un endroit encore où j'y vais régulièrement parce que ma famille est encore là. J'ai grandi, par contre, à Québec, et mon premier emploi était à Québec 84, lors des Grands Voiliers. J'avais 15 ans, donc là, vous pouvez déjà commencer à faire le calcul. Après Québec, donc, je suis venu à Montréal pour étudier et je suis arrivé au Vieux-Port de Montréal, donc un autre site en berge. Donc, vous comprenez la trame qui est toujours le fleuve qui m'anime dans mon parcours professionnel. Donc, j'ai participé au développement ici, dont le Centre des sciences en mai 2000 à l'ouverture. Et ma famille, avec mes enfants, on continue à jouer dans l'eau. Ça, c'est ma fille qui joue dans le fleuve à Kakuna. Donc, pour moi, c'est important de continuer à inculquer à ma famille et mes amis l'importance de se prélasser et de jouer avec notre actif qui est le fleuve Saint-Laurent. Et aujourd'hui, donc, le Parc Jean Drapeau est encore un site insulaire d'importance à Montréal, un pôle important. Alors, je suis très, très fier lorsqu'on m'a confié en septembre 2012 le mandat de poursuivre le développement de ce territoire-là et de l'amener vraiment comme une destination touristique d'envergure pour Montréal, un pôle important pour Montréal. Alors, c'est un site qui est empreint d'histoire, entre autres, on va en parler tout à l'heure, mais Todd, Jean Drapeau, donc il y a eu des éléments marquants, des faits marquants du territoire. Et alors, c'est une grande fierté d'y travailler aujourd'hui avec une équipe qui est très performante. Au profit de l'actionnaire qu'est la Ville de Montréal. Comme Pierre le disait, nous sommes une société paramunicipale, donc nos fonds proviennent principalement en fait de la Ville. L'historique des lieux, rapidement, on ne remontera pas jusqu'aux Corinthiens, là, mais on veut au moins dire qu'il y avait une présence qui date de très loin avec des fouilles archéologiques qui ont été réalisées chez nous. Donc, il y avait déjà une présence amérindienne autour de 1200, entre 1600. En 1611, Samuel de Champlain découvre l'île le 28 mai et la nomme Sainte-Hélène en l'honneur de son épouse, Hélène Boulay. C'est un geste très romantique. 1818, le gouvernement britannique prend possession de l'île à la suite de la guerre 1812-14. Et là, il veut renforcer vraiment le territoire de Montréal en y octroyant, en donnant la vocation à l'île Sainte-Hélène vraiment plus au niveau militaire. Donc, au départ, l'île Sainte-Hélène a rapidement été une vocation militaire. Donc, ça ressemblait à ça aujourd'hui. Vous voyez ici une maquette là, qui date entre 1760 et 1870, qui est encore aujourd'hui présent. Donc, on a un fort magnifique, le musée Stuart, donc l'Arsenal, que je vous invite à visiter. C'est un musée fantastique, un bijou de Montréalais, avec une collection incroyable. Donc, c'est encore présent chez nous, un bâtiment du 18e siècle. 1874, le gouvernement du Canada, à qui appartient l'île, autorise la Cité de Montréal à utiliser l'île Sainte-Hélène comme un parc public. Donc, il a été inauguré le 24 juin. Alors, cette année, nous fêtons notre 140e anniversaire d'inauguration. À ce moment-là, il y a 140 ans, il y a eu une grande manifestation sur l'île Sainte-Hélène. Et la Ville désirait l'occuper justement en parc public parce qu'il y avait une grande demande, en fait, des citoyens de commencer à se diriger vers l'île. L'aspect militaire se tassait tranquillement. Et là, les citoyens désiraient s'y rendre. Ceux qui n'avaient pas les moyens de se rendre dans le coin de la Gaspésie, là, comme M. Jardin-Métis, Refford le disait tout à l'heure, ils allaient plutôt au parc de l'île Sainte-Hélène, où il y avait aussi un air frais. 1908, Montréal acquiert l'île Sainte-Hélène, donc on devient réellement le propriétaire.
1930, donc, il y a une occupation citoyenne importante qui se produit sur l'île, et là, on demande à Frédéric Todd, là, je comprends que j'allume les passions et ça fait partie d'un de vos yeux en architecture de paysage. Et c'est en fait un architecte américain et élève de Frédéric Olmsted qui influence vraiment la pratique de l'architecture du paysage partout au Canada, mais surtout à Montréal, entre autres avec le Mont-Royal, le parc Jean-Drapeau. Donc, considérant que les citoyens y allaient de façon beaucoup plus régulière, vous voyez la maquette qui a été proposée à votre gauche. Et c'est ce qui a été réalisé, en fin de compte, à droite, considérant qu'on était dans une période économique assez trouble. Et donc, Olmsted a dû réduire un petit peu Todd a dû réduire ses ambitions, mais il a quand même livré quelque chose d'une grande qualité que vous voyez à droite, avec une plage riveraine. Donc, c'est en suivi de quelques décennies et je vous amène tranquillement vers un autre fait marquant de l'histoire de l'île Sainte-Hélène. Vous voyez que le pont Jacques-Cartier est arrivé sur l'île. C'est ce qui a fait en sorte qu'on a cessé de traverser l'île avec des bateaux à vapeur. Donc, le pont Jacques-Cartier amenait régulièrement maintenant les gens sur le territoire. Mais en 1958, Marc Drouin, sénateur canadien, propose que le Canada donne sa candidature pour l'exposition universelle. Malheureusement, on n'est pas retenu, c'est Moscou qui est retenu. Et en 60, le maire Drapeau se fait élire. En 62, Moscou retire sa candidature, on est en pleine guerre froide, et le maire rattrape la balle au bond et dit, bien, Montréal, on est toujours intéressé, on veut le faire. Il reste quand même juste 5 ans avant la date limite. Alors, c'est pas grave, on se lance et on le fait. Alors, les architectes à l'époque, ce qu'ils proposent, c'est de regarder, en fait, la formation des glaces qui se fait durant l'hiver pour respecter, en fait, la morphologie du territoire lorsqu'on propose de réaménager le site pour l'exposition. C'est ce qui fait que la terre du métro a servi, entre autres, de remblai. 28 millions de tonnes de terre de métro a été envoyée dans le fleuve. Alors, je vous défie aujourd'hui de reprendre le même principe. Alors, on a osé à ce moment-là le faire. C'est ce qui a permis de créer autour de l'île Sainte-Hélène, parce c'était entendu avec le maire qu'il n'était pas question de toucher à l'île d'origine Sainte-Hélène. Donc, on a voulu agrandir par les extrémités le territoire pour créer un événement festif, un endroit festif. Ça nous a amené une dualité sur le territoire. Donc, un parc bucolique, contemplatif autour du fleuve. Et là, on a amené l'aspect événementiel, l'aspect de festivité et d'activité qu'on retrouve encore aujourd'hui. Vous voyez le produit final à votre droite à l'aube de l'ouverture de l'expo. Donc, une période de construction importante. Vous reconnaissez ici la sphère de Buckminster, pavillon de la France. Donc, 6 000 employés travaillent à tous les jours sur le territoire pour livrer l'exposition pour le grand événement. Et vous voyez donc le produit final sur les deux îles. Alors, vous reconnaissez l'île Sainte-Hélène qui est toujours intacte, avec autour les pavillons qui se sont amenés, et l'île Notre-Dame qui a été créée de toutes pièces. Alors, le 28 avril 1967, il y avait une grande campagne de sensibilisation et de promotion aux États-Unis, entre autres. On voulait beaucoup attirer les Américains avec ça. Alors, on arrête le monde, la Terre arrête de tourner à 10 heures, et c'est ce qui est arrivé le 28 avril 1967. La Terre a arrêté de tourner, et là, il faut comprendre qu'il est passé 50 millions de personnes sur le territoire. Alors, vous comprenez qu'on est 30 millions au Canada, là. Là, on est en 67, 50 millions de personnes, c'était vraiment du jamais vu, et c'est encore considéré aujourd'hui comme un fait marquant de toutes les expositions modernes. Après coup, l'expo, tout ce qui monte redescend. Donc, il y a eu une période latente où on a continué à exploiter les pavillons. Il y a beaucoup de pays qui ont démantelé leurs pavillons, qui sont repartis avec leur technologie. Il y avait une grande crainte là, que d'autres pays volent des technologies architecturales des pavillons de d'autres pays. Alors, il y a beaucoup, entre autres, la Russie est partie rapidement avec ses affaires. L'Allemagne aussi, beaucoup d'autres pays, l'Italie aussi. Mais il y a d'autres pays qui ont laissé, entre autres, les pavillons thématiques. Il y a des choses qui sont restées. Heureusement, la biosphère est restée. Et là, Montréal a continué à exploiter le territoire sous le nom Terre des Hommes. Alors, les gens, jusqu'en 80, pouvaient continuer à venir visiter les pavillons. Mais il y a eu une dégradation lente et constante. Et c'est une image qui m'a marqué, moi, quand je l'ai vue passer sur un site web vraiment intéressant sur Facebook. Il y a un groupe, le groupe Expo 67 sur Facebook, où ils passent des photos intéressantes. Je le mentionne parce que c'est tiré de leur site.
Donc, il y a eu d'autres dates importantes, évidemment, entre-temps, là, jusqu'en 80. 76 est arrivé les Jeux olympiques, ça a transformé notre territoire. On a construit un bassin olympique qui est encore présent aujourd'hui. 78, on a inauguré un circuit de course automobile, donc le circuit Gilles Villeneuve. Vous le voyez au centre, et les premières courses faisaient en sorte qu'il tournait autour des pavillons qui étaient encore sur le site. Et en 90, on a inauguré une plage tout près, en fait, sur l'île Notre-Dame. Et en 93, là, il y a beaucoup de gens qui vont se rappeler des bons souvenirs, dont notre ami M. Bouchard, qui a participé évidemment de façon importante à ce plan-là. Un plan directeur où on s'est dit, là, c'est assez, il faut vraiment redonner une vocation et un objectif beaucoup plus clair de développement par rapport au parc Jean-Drapeau. Ça commençait à être un petit peu n'importe quoi aussi. Et l'abandon des pavillons un peu partout a fait en sorte qu'on a proposé d'unifier le territoire, donc en prenant la vocation de l'île Sainte-Hélène et de l'appliquer sur le territoire qui a été agrandi pour 67, sur la pointe ouest de l'île Sainte-Hélène. Alors, ce territoire que vous voyez présentement, 67, qui était quand même assez minéral, là, en fait, c'était bâti complètement de main d'homme, on est passé à un territoire végétal où on lui a donné un caractère d'espace vert. Donc, on a vraiment on a un petit peu refait les contours du lac, on a refait des sentiers. Bref, on a vraiment voulu lui donner le caractère comme on retrouvait pour avoir vraiment un grand ensemble vert et cohérent. Aujourd'hui, en quelques faits, qui est déjà venu en fait au Parc Jean-Drapeau dans la dernière année? Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Oui. Bon, quand même. Merci beaucoup, c'est intéressant. Pour les autres, on vous attend. On a une belle programmation qui s'en vient. Je ne pose plus la question dans l'audience qui est déjà venu à l'Expo 67, parce que il y en a quand même qui osent lever la main. Ça suscite, je considère que ça suscite encore une petite gêne maintenant. Là. Alors, je peux comprendre ceux qui ne lèvent pas la main. Les faits saillants pour le parc Jean-Drapeau, 98 de notoriété. Donc, on a fait une grande étude léger cette année, une étude longitudinale où on a augmenté notre notoriété de 9 points pour atteindre 98 de taux de notoriété. Une satisfaction des visites sur le territoire de 8,3 sur 10. On a 384 000 visiteurs pour... Là, je vais reprendre peut-être mes pages, puis ça commence à être petit, cette affaire-là. Bref, je ne passais pas à travers tout ça, mais je pourrais vous les envoyer si vous le voulez. Mais bref, on a quand même 2,5 millions de personnes visitent par année. Nous avons 20 événements dont on a parlé de nous à l'échelle internationale dans plus de 10 pays. On a fait cette année notre 30e édition de la Fête des Neiges. Nous avons augmenté notre taux d'autofinancement de 5 %, qui est passé de 47 à 52 %. Ça, c'est intéressant de le mentionner, parce que nous générons quand même plus de la moitié de notre financement en revenu autonome, ce qui fait en sorte que ça diminue la contribution de l'actionnaire. Alors, il est toujours très content d'entendre cela. Notre site Internet, comme tout le monde en fait, qui prend le virage web, a augmenté de façon importante depuis 2011, plus de 60 d'augmentation de visites sur notre site web, qui est passé à près d'1 million de visites. Nous avons en haute saison près de 445 employés qui travaillent principalement sur des territoires saisonniers. Il faut comprendre qu'en été, c'est notre grosse saison, donc les piscines, les plages, c'est des emplois vraiment d'été. Nous avons un projet qui est présentement dans les cartons, dont je vais vous parler un peu plus loin, qui est à une hauteur présentement de 55 millions de dollars. Pardon. D'autres chiffres, parce qu'on parle ici, en fait, c'est paysages et tourisme. Vous comprenez que notre site est grandement attaché au paysage, mais également qui est un site touristique. Quelques autres données, en fait, en termes de volume de touristes à Montréal, on vous l'a dit. En fait, il y a Paul tout à l'heure qui a parlé de l'achalandage touristique pour le Québec, mais pour Montréal, en 2013, Montréal a accueilli près de 8,4 millions de visiteurs. Le volume au Parc Jean-Drapeau, l'année passée, je vous l'ai dit, c'est 2,5 millions de visiteurs. De ce volume-là, on en a 18 % qui viennent de l'extérieur du Québec. Donc, on assume, grosso modo, qu'on a 450 000 touristes extérieurs Québec qui génèrent des nuitées pour Montréal. Ce qui est quand même intéressant, ça représente tout près de 5 % de l'achalandage total touristique de Montréal. Donc, la provenance au Québec, c'est 82 %, 18 % qui viennent hors de la province. La perception du Parc Jean-Drapeau comme attrait touristique, on est considéré comme attrait touristique par 8,8 sur 10 dans une échelle de 10. La première position, lorsqu'on demande aux gens quelle est pour vous une destination touristique à Montréal, c'est le Vieux-Port de Montréal qui ressort en premier, et on arrive deuxième.
Jardin botanique tout près à 8,5 et Parc du Mont-Royal à 8,3. Et 87 des répondants ont une opinion favorable ou très favorable par rapport à ce qu'on fait. La cartographie du territoire, rapidement, vous avez les lieux qui sont sollicités par nos événements et par nos visiteurs sur le site. Donc, l'ensemble du territoire est sollicité. Ça provient en fait, d'un plan directeur qu'on a demandé cette année. La section est de l'île Sainte-Hélène n'est pas touchée par l'étude parce qu'on comprend que c'est occupé par la Ronde, qui est quand même un pôle important. Parlant de partenaires, notre territoire est occupé par beaucoup de monde. Nous avons des partenaires insulaires qu'on appelle les résidents. La biosphère en est un à l'intérieur du Buckminster. Vous voyez le musée Stuart en haut à votre droite. Le Casino de Montréal est un partenaire qui appartient au gouvernement provincial, mais qui est quand même considéré sur le territoire du parc Jean-Drapeau. Et la Ronde, évidemment, qui accueille plus d'1 million de personnes par année, qui est un pôle très important sur notre territoire. Une offre touristique unique par rapport à la programmation événementielle relevée. Vous le savez, le parc a une vocation événementielle importante. Peut-être certains parmi d'entre vous ont déjà participé à des grandes manifestations musicales comme Oshéaga, ou encore les Week-ends du monde en haut à droite qui rassemblent toute la communauté culturelle de Montréal. L'année passée, on a établi un nouveau record avec 250 000 visiteurs au Week-end du monde sur 2 fins de semaine. Un festival qu'on veut amener à 4 fins de semaine pour 2017. Évidemment, les pique-niques électroniques qui mettent en valeur autant la culture originale de Montréal, la musique électronique, et met en valeur également des icônes architecturales importantes comme le Caldaire. On a un site animé également en hiver de plus en plus. Paul parlait tout à l'heure de l'importance de développer le volet hivernal. Nous sommes une ville nordique. Cette année, on a été gâtés. Encore un autre record d'achalandage cette année. On a renouvelé notre image, on a renouvelé notre programmation, on a augmenté le nombre de fins de semaine d'activités. Et ce qui a fait en sorte que cette année, on a accueilli encore plus de 100 000 personnes durant la fête des neiges et un taux de satisfaction de plus de 9,7 sur 10. Donc, on est vraiment très fiers de cette fête-là, qui célèbre en fait les joies de l'hiver. En programmation événementielle importante, bon, évidemment, on a le Grand Prix du Canada qui a commencé déjà à se monter. On a des événements intéressants qui sont identitaires à notre site et qui sont uniques. Le Color Run, par exemple, les bateaux dragons ou les jeunes cross-country scolaire. Il vient à chaque année, depuis 20 ans, sur notre territoire, 12 000 jeunes qui viennent courir dans les boisés de l'île Sainte-Hélène, qui répond à notre volonté de faire bouger les jeunes, de les faire sortir de leur salon. Nous avons plus d'une vingtaine de levées de fonds qui se déroulent sur notre territoire. L'année passée, on a calculé qu'il y a plus de, si je me souviens bien, il y a plus de 40 millions de dollars qui se sont levés sur notre territoire l'an passé, si on additionne l'ensemble des levées de fonds qui se sont faites chez nous. Donc, je suis convaincu que plusieurs parmi vous avaient déjà participé à des levées de fonds comme celle-là, mais c'est essentiellement autour de l'activité physique et de faire bouger la population. Nous avons des produits touristiques importants également, donc des piscines olympiques qui ont été réaménagées complètement en 2005 pour la FINA. Donc, 3 grands bassins où des fédérations sportives viennent se baigner à tous les jours de l'été. Près de 30 000 athlètes visitent, en fait, athlètes par été, passent dans ces piscines-là pour le plongeon, le nage synchro, le water polo, entre autres. On a une plage dont je vous parlais tout à l'heure. On a un bassin olympique qui sert beaucoup à préparer la relève olympique en aviron et en kayak. Et le circuit Gilles Villeneuve ne sert pas uniquement pour des courses d'auto, sert beaucoup, et d'ailleurs beaucoup plus, pour l'activité sportive, patins, vélo, ski de fond en roulette, etc., etc. Par contre, là, aujourd'hui, il faut se dire les vraies choses, là. Le plan de 93 est vraiment intéressant, mais il fallait s'en occuper. Et aujourd'hui, on constate que notre territoire a manqué un peu d'amour dans les dernières années. Ce qui fait en sorte que la végétation sur le territoire ouest de l'île Sainte-Hélène a mal poussé, n'a pas été entretenue d'une manière adéquate. Et ce qui fait en sorte que les gens perdent rapidement les repères de visite sur le site, ce qui a fait en sorte qu'on a multiplié les panneaux de direction sur notre territoire pour que les gens se retrouvent. Les événements en fait, occupent des territoires qui ne devraient pas l'être, comme ici. Une végétation qui a poussé en hauteur et qui maintenant cache des icônes architecturales comme le Buckminster. Le parterre Sainte-Hélène, ici, encore une fois, des revêtements de sol qui ne sont plus adéquats pour des événements de qualité. Une végétation aussi qui a manqué un petit peu d'entretien. Des promenades riveraines qui n'incitent pas vraiment à aller se promener là plus tard que 17 h le soir. Et une promenade riveraine qui devait servir à contempler le fleuve et la ville,
qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a un écran végétal là, très important et que l'on doit adresser rapidement par le projet que je vais vous présenter tout à l'heure. Des endroits extrêmement intéressants pour contempler le fleuve, mais qui ont été complètement abandonnés et qui sont désuets aujourd'hui. La place des Nations, qui aujourd'hui sert de mare ou de stationnement, qui est complètement inhabitée. Alors, le diagnostic du territoire est peu emballant, c'est-à-dire qu'on possède un riche passé historique et patrimonial, évidemment, qui contribue à notre identité. On a un territoire qui est affecté par le poids des années. On a un lieu qui est fermé et introverti, plutôt qu'ouvert sur le fleuve. Et la compréhension du site s'avère extrêmement difficile et justifie d'innombrables panneaux. Rapidement, à l'aube de 2017, on me fait signe, là, je vais peut-être me permettre mon droit de veto pour prendre quelques minutes de plus, étant donné que je suis le dernier. Nos principes de développement qui ont été établis en 1993 et qu'on remet à jour, en fait, sur notre territoire, c'est de conserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel. On veut favoriser l'appropriation et la fréquentation du parc par les usagers. On veut reconnaître le patrimoine sportif du parc et favoriser la pratique d'activités physiques et de plein air. On veut développer des plateformes permanentes d'interprétation du patrimoine historique et écologique. On veut améliorer et développer les installations touristiques et uniformiser l'esthétique globale du parc. Pour ce faire, on n'avait pas l'intention de travailler en vase clos. On a créé l'été passé avec une organisation qui s'appelle le Quartier international de Montréal, donc le KIM. On a créé des tables de concertation, un partnering. Donc, vous voyez ici la page couverture du document qui en est ressorti. Je le mentionne parce qu'il est disponible sur notre site web, sur parcgrandrepos.com. C'est un document qui est public. Et il y a beaucoup de personnes parmi vous dans la salle qui ont participé justement à cet atelier-là qui a duré 2 jours l'été passé et qui était très, très inspirant pour nos architectes paysagistes qui nous ont aidés par la suite à mettre en place un plan d'aménagement et de mise en valeur. Les 4 sites que nous désirons revitaliser en prévision de 2017 pour célébrer le 50e anniversaire sont la Place des Nations, que vous avez vu tout à l'heure, la promenade riveraine panoramique, où je vous ai montré le grand mur végétal, où, comme Mme Rouleau désire le faire dans sa ville, de créer des fenêtres, donc des percées visuelles vers la ville. On a également un projet pour revitaliser complètement le mail central. C'est notre porte d'accueil, c'est le poumon du site du Parc Jean-Drapeau. Nous avons une station de métro qui accueille tout près de 800 000 transports à chaque année. Donc, ce grand espace-là d'accueil, on veut le revitaliser. Et le parterre de l'île Sainte-Hélène, qui devient notre site officiel des grands événements, des grands rassemblements culturels sur notre territoire. Des sources d'inspiration pour la promenade riveraine. Je vous parle principalement de la promenade riveraine parce que c'est le projet qui m'inspire le plus parmi les 4, de par l'histoire que je vous ai dit tout à l'heure. Mais on parlait du Vieux-Port de Montréal. Je considère qu'en 92, on a réussi des belles choses ici au Vieux-Port, quand même en ouvrant une fenêtre sur le fleuve, mais on a quand même créé des murets de béton qui font en sorte que les gens n'ont pas un accès physique à l'eau. Le projet qu'on a développé, un des critères, une des termes de référence était on voulait que les gens roulent leurs pantalons et se mettent les 2 pieds dans l'eau. Ce qu'on ne peut pas faire à très, très courte distance du centre-ville de Montréal. Des sources d'inspiration ici, que ce soit à Lyon, à New York, Québec, à la promenade Samuel de Champlain. Une esquisse ici qui est proposée pour mettre en valeur le fleuve tout près du caldaire, donc un éperon qui pourrait s'ajouter chez nous. Donc, de faire des avancées au-dessus de l'eau ou des endroits où on pourrait aller dans l'eau, où on ne veut pas créer simplement un trottoir, mais on veut que ce soit une expérience ludique intéressante. Avec la réalité augmentée, avec des contenus, on veut parler du fleuve, on veut parler du patrimoine naturel qu'est le fleuve. Le fleuve a contribué à ce que Ville-Marie s'installe ici, pas par hasard, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin à cause des rapides. Il y a plein de choses à dire par rapport au fleuve et son patrimoine à l'intérieur. Donc, on veut que les groupes scolaires, les gens qui viennent, soit par des tours, des audioguides ou des parcours, en apprennent davantage et qu'on ait une belle vue sur la ville comme on le voit en bas. Pour ce faire, pour bien nous diriger dans nos actions, on fait affaire avec vous, on fait affaire avec la communauté des experts. On a mis en place et on continue de faire des plans d'intervention qui ont été réalisés et qu'on veut mettre en place pour les 3 prochaines années. Un plan d'intervention au niveau patrimonial, en éclairage urbain, en mobilier urbain, en circulation et aménagement paysager. Ça, on l'a réalisé. Je vois des gens qui ont participé avec nous à ce plan-là dans la salle. C'est très, très bien fait. Et il y a un plan qui reste à faire en 2014 pour le plan d'intervention en architecture.
Les plans d'intervention, vous les voyez ici. Et les plans d'intervention, la beauté de ça, c'est qu'au bout de la ligne, ça nous fait beaucoup de travail. On parlait des actions tout à l'heure à réaliser lorsqu'on veut mettre en place des projets d'envergure. Vous voyez ici, en termes de transport et de paysagement, toutes les actions qui sont proposées, les interventions qui sont proposées sur le territoire pour les 3 prochaines années pour faire en sorte que notre site devienne une destination de qualité internationale. Et pour ce faire, pour initier également les parcours citoyens, pour ramener les citoyens sur le territoire, parce que j'ai compris depuis 18 mois que nous n'avons pas de problème d'accessibilité. Lorsque la F1 est là, pendant 3 jours, il passe 350 000 personnes. Il n'y a personne qui a eu de la difficulté à se rendre chez nous. C'est que nous avons des produits événementiels qui sont plus forts que la destination en soi. Lorsqu'il n'y a pas d'événement, on cherche à créer une récurrence citoyenne. On veut que les gens aient le réflexe, le citoyen, de venir sur notre territoire uniquement pour se promener et de profiter uniquement des installations. Pour ce faire, on veut mettre en place 6 parcours thématiques. Rapidement, on veut améliorer présentement ce qui existe dans nos sentiers et d'amener des parcours naturels, comme on le voit ici, mettre en valeur vraiment le thème naturel du parc Jean-Drapeau, la flore de l'île Sainte-Hélène, le fleuve Saint-Laurent, évidemment. Un parcours historique, le parc public, il faut reparler de l'histoire de Todd, il faut dire d'où on vient pour éviter de tourner en rond, mais il faut également faire comprendre à nos visiteurs que c'est un parc important au niveau de l'architecture du paysage. Un troisième thème de parcours qu'on veut réaliser sur le territoire, c'est le parcours des jardins qui a été initié en 80 avec les Floralies et qu'on veut remettre en application par rapport à la flore sur le territoire. Le parcours thématique au niveau de l'histoire, on a des choses à raconter, on l'a dit tout à l'heure, par rapport au site. Le parcours Expo 67, il y a déjà une application sur iTunes qui existe présentement qui s'appelle Expo 67, elle est gratuite. Je vous invite à la télécharger. Et donc, c'est un parcours d'1h30 qui vous fait faire le tour à pied des installations restantes sur le site. Donc, on veut créer un parcours en réalité augmentée avec de nouvelles applications. Et un parcours sport. Donc, on a des équipements sportifs d'importance sur le territoire. Alors, on veut créer également un parcours qui fait que les gens vont pouvoir déambuler de façon intelligente sur l'ensemble du site, qui est de 268 hectares. C'est un enjeu important, ça. Nous sommes le plus grand parc de Montréal. Le parc du Mont-Royal, 190 hectares. Central Park, 390. On est entre les deux. Alors, on a un très, très grand territoire et ces parcours-là, on veut inciter les citoyens à l'utiliser et à le marcher. En conclusion, donc, on termine là-dessus. Je suis à 0 minute. Le paysage et le tourisme sont intimement liés au parc Jean-Drapeau. Je pense que je vous en ai fait la démonstration. Ça nous amène en fait une dualité entre préserver l'aspect bucolique et de grand parc public de contemplation et serein à côté d'un site qui est très événementiel apporté par l'Expo 67, qui nous amène également à produire une programmation riche et soutenue dont les Montréalais demandent également. Donc, nous, notre rôle, c'est de trouver un juste équilibre entre les deux pour que tout le monde s'y retrouve. La Société du parc Jean-Drapeau s'est dotée d'un plan stratégique cohérent et contemporain qui préserve les principes de développement établis en 1993. On l'a déposé au comité exécutif en juillet dernier et il a été adopté. La responsabilité de notre organisation est de trouver justement l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure entre la programmation et le parc urbain. Et enfin, votre participation, vous les architectes paysagistes, au développement du territoire est souhaitable, voire essentielle, pour un site récréo-touristique comme le nôtre afin d'en assurer sa pérennité. Voilà, je vous remercie.